No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas. Bonjour Camille. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette série de femmes inspirantes qui est Flamme. Ces femmes finalement qui ont envie de changer le monde ou en tout cas nous apportent une vision un petit peu différente de celle qu'on peut voir au quotidien. Et quand je dis changer le monde, je crois que c'est un petit peu ton métier, si je puis me permettre. Est-ce que tu veux nous raconter où nous sommes et ce que vous faites ? Oui, donc nous sommes dans les bureaux d'Eutopia. Eutopia, on est une société de gestion, donc c'est-à-dire qu'on gère des fonds d'investissement. Et notre spécificité, c'est qu'on investit uniquement dans des marques qui vont avoir un impact positif dans le quotidien des gens. D'accord. Autour d'un triptyque qui est le bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Et on cherche des nouvelles marques, donc des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros quand on investit, qui vont viser à avoir cet impact positif. Alors justement, cet impact positif, si je cite que deux marques, il y a le Nous Anti-Gaspi, mais aussi Oh My Cream. Moi, ces marques, pour le coup, elles ont changé mon quotidien aussi, en tout cas ma perception de la consommation. C'est vraiment au cœur de votre business model. Et je crois que vous-même, vous vous appliquez aussi ce type de démarche dans votre entreprise aujourd'hui. Exactement, donc ça c'est vrai que c'est deux des sociétés de notre portefeuille. On a une trentaine de marques aujourd'hui qu'on accompagne, donc dans tous les secteurs, cosmétiques, mode, food, décoration, loisirs notamment. Tout ce qui touche au quotidien des gens. Tout ce qui touche au quotidien des gens, exactement. Donc c'est des enseignes qu'on peut retrouver. Voilà, on est sur un canapé Teddy Bear par exemple. C'est une société qui fait partie de notre portefeuille. Et c'est vrai que nous aussi, en tant que société de gestion, on essaye d'avoir une approche qui est un peu nouvelle dans le secteur de la finance. Donc nous-mêmes, on est société à mission, on est certifié B Corp et on essaye effectivement de donner cet exemple-là aussi, à la fois pour les sociétés qu'on accompagne et dans notre écosystème du monde financier. Ça veut dire qu'il y a cette idée de réciprocité positive, cet engagement positif aussi chez vous et donc dans les marques que vous accompagnez. Je crois que tu n'as que 31 ans et tu as quand même un parcours un petit peu impressionnant, en tout cas pour moi. Est-ce que tu veux nous raconter d'où vient cette flamme de l'entrepreneuriat, mais aussi cette flamme que tu as pour un engagement vertueux ? Je crois que notamment les femmes de ta famille t'ont beaucoup inspirée. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime bien dire que je viens d'une famille où les femmes ont une place assez forte. Et ont toujours eu cette indépendance dans le travail notamment. Donc ma grand-mère, ma mère ont toutes les deux des professions libérales. Donc à un moment donné, elles se sont lancées aussi pour ouvrir leur cabinet. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un modèle d'indépendance, d'une part, mais aussi de travail, qui est vraiment une valeur assez cardinale chez moi. D'accord. Et je pense que ça a été effectivement l'un des premiers drivers. Moi, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je vais travailler, comment, est-ce que c'est un sujet de concilier vie professionnelle et vie de famille, vie personnelle. Moi, ça n'a jamais été une question. Donc ça, je pense que c'est vrai, c'est la première... C'est des exemples, quoi. C'est des exemples. Et c'est la première chose qui m'a donné l'envie aussi de me lancer. Ensuite, il y a la rencontre aussi avec mes associés, et notamment avec Antoine, avec qui je travaille depuis 8 ans. Parce qu'en fait, l'histoire d'Eutopia, elle a démarré au sein d'un family office qui s'appelle Otium Capital, qu'on a rejoint tous les deux en 2015. Et quand on est arrivé dans le family office, en fait, on avait une page blanche devant nous. On a demandé d'investir, mais le cadre n'était pas précis, en tout cas à ce moment-là. Et c'est là qu'on a proposé à Pierre-Édouard Sterrin, qui est donc à la tête de ce family office, d'investir dans ces consumer startups, qui était pour nous, c'est une nouvelle marque qui allait repenser le secteur de la consommation notamment, de façon plus digitale, mais plus durable. Et plus vertueuse. Et plus vertueuse, exactement. Donc c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et donc finalement, c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi tes inspirations, je crois, au quotidien. Exactement. On travaille avec presque une soixantaine d'entrepreneurs. On a 30 sociétés en portefeuille. En moyenne, on va dire qu'il y a souvent un duo de fondateurs. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'en fait, les entrepreneurs, c'est eux qui nous donnent aussi cette énergie, qui nous partagent leur passion tous les jours. Et justement, quand on a bien posé la question un peu de la flamme que tu as envie de transmettre, je crois que cette flamme que tu as envie de transmettre, c'est aussi, ça vient de l'inspiration que tu as des entrepreneurs que tu vois tous les jours, ces notions de résilience, de courage. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que tu as appris avec eux ?
Oui, c'est vrai que les entrepreneurs aujourd'hui, on galvanise beaucoup l'entrepreneuriat, ça fait la une de tous les magazines, on a l'impression que tout le monde doit devenir entrepreneur, c'est vecteur de liberté, d'autonomie, et ce qui est vrai, mais je trouve qu'on oublie aussi à quel point ça demande du courage de se lancer, à quel point c'est des responsabilités, c'est quand même des gens qui gèrent des équipes assez conséquentes parfois. C'est une prise de risque qui est très forte et on accompagne des entrepreneurs qui sont jeunes. Donc plus pour certains, c'était leur première expérience en sortant d'école. Incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une... Enfin, moi je trouve ce courage, cette passion, cette résilience, elle est impressionnante en fait dans le quotidien. Et ces dernières années en particulier, je pense que la crise sanitaire qu'on a connue a encore renforcé ce sentiment-là. Moi j'ai des entrepreneurs, je pense à Gaëlle par exemple, qui est la fondatrice de Libye, qui a un concept de cours de yoga en physique, historiquement. Quand on a une crise comme le Covid qui arrive, son activité elle est à l'arrêt du jour au lendemain. Gaëlle a réussi à remonter un business digital, à pivoter. Aujourd'hui, son business repose du coup sur ces deux briques-là. Mais il faut avoir cette résilience-là et cette agilité pour se dire mon business est à l'arrêt et pour pas rester juste sous sa couette à se dire tant pis. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette notion de résilience, mais il y a aussi et avant tout cette notion de réactivité ou d'agilité que vous vivez vous aussi au quotidien chez Autopia finalement, et cette notion de capacité à rebondir qui est quand même extrêmement inspirante. Moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la notion de l'échec, parce que finalement malheureusement parfois tu dois être face aussi à des situations de cette nature avec certains entrepreneurs. Comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu l'accompagnes en fait ? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait été assez préservés, si je suis honnête, pendant très longtemps. Et jusqu'à l'année dernière, on avait beaucoup de chance, on n'avait pas eu de situation d'échec. Toutes nos entreprises avaient réussi finalement à traverser les années, ce qui est assez rare pour des sociétés qui sont assez jeunes. Et moi j'ai une de mes fondatrices que j'ai entendu et ça m'avait assez marqué, mais qui m'a dit mais en fait l'entrepreneuriat c'est un peu les montagnes russes avec des hauts très hauts et des bas qui peuvent être très bas. C'est passionnel. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers mois on voit aussi les bas. On voit des entrepreneurs qui ont des vrais sujets de trésorerie. Je pense que c'est le gros sujet en ce moment pour beaucoup de startups, c'est comment réussir à continuer de lever des fonds pour développer ma boîte. Et là, on a des cas qui sont effectivement assez durs, où il faut se séparer parfois de certaines personnes dans l'équipe, resserrer la vis alors même qu'on est en forte croissance, mais en fait, c'est penser la suite et se protéger et se préserver pour la suite. Et donc, c'est là aussi où notre job, il est intéressant, c'est que nous, on n'est pas là juste pour apporter des financements, mais on essaye vraiment d'être aussi ce soutien dans le quotidien auprès des entrepreneurs. Donc en fait, vous êtes plutôt dans une notion de partenariat et d'accompagnement sur le long terme versus un investissement court-termiste, comme on peut voir peut-être dans le marché globalement de tes concurrents ou de tes cousins. Il y a un peu de tout, mais en tout cas, c'est vrai que nous, notre approche, elle est vraiment d'être sur une construction de projets plutôt moyen-long terme. Alors, dans une contrainte qui est la nôtre, c'est qu'un fonds d'investissement, il a une durée de vie de 10 ans. Donc il faut quand même agir dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, bien sûr. Mais en tout cas, on essaye effectivement de pas se laisser trop abattre par la perspective très court terme et par la difficulté court terme, mais de penser à la suite et d'amener aussi cette agilité. Donc l'échec, c'est sûr qu'on a des sociétés qui malheureusement doivent fermer. Exactement. Pour beaucoup, on a plutôt réussi à trouver en fait des nouvelles solutions par des acquisitions externes, par des changements en fait de business model pour réussir à perdurer. Et pour celles qui ont malheureusement échoué, au sens en tout cas de fermeture, ce qu'on essaye de dire aux entrepreneurs en tout cas, c'est que c'est un échec de société, c'est un échec auquel nous aussi on a participé. Finalement, on n'a pas réussi à trouver les solutions avec eux pour changer la donne, mais qu'ils essayent, alors c'est difficile, mais de ne pas voir ça non plus comme un échec personnel, parce qu'à un moment donné, ils ont cette chose particulière qui leur a permis de se lancer à un moment donné, et tout le truc, c'est de retrouver cette énergie, cette flamme, justement, pour se relancer. Alors, il y a un moment qui est nécessaire, je pense, pour recharger ses batteries, mais qui peut être aussi l'occasion de finalement repartir plus loin et plus fort sur une prochaine aventure.
Est-ce que c'est justement ces notions-là que tu as envie de partager avec nos auditeurs ou même avec les jeunes qui potentiellement voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est cette notion d'espérance, mais aussi une capacité à rebondir qui est quand même extrêmement importante. Est-ce que tu veux nous développer un petit peu ces notions-là que tu partages déjà dans ta propre entreprise et globalement par rapport à la société au global? Ouais. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien de Xavier Dolan, le réalisateur, qui dit, alors on l'a pas mal entendu, mais elle dit en gros, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je la trouve assez juste en fait cette phrase. Ouais. Et vraiment de se dire en fait, si on lâche pas, alors parfois il faut savoir lâcher quelque chose, mais pour mieux rebondir, pour mieux repartir. Ouais. Et j'y crois assez en fait. Et c'est vrai qu'il faut accepter que tout ne sera pas parfait tout le long, qu'on ne sera pas dans les hauts tout le long. Accepter ces temps aussi de calme, mais pour mieux repartir. Et ça, j'y crois foncièrement. Et alors moi j'aimerais bien qu'on revienne 2 petites secondes sur la notion de travail, qui a été pas mal malmenée ces derniers mois. Tu as commencé par ça finalement, en disant que c'était quelque chose qui t'avait beaucoup porté. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le travail qui t'a permis de t'épanouir en tant que femme? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses, je pense que il y a quand même une forme de liberté et d'autonomie qu'amène le travail. C'est ça qu'on m'a beaucoup appris et que je vois aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai eu de la chance parce que j'ai vu le travail paye en fait. Et c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce profil de la bonne élève qui suit la route un peu tracée, ce qui est dur et ce qui amène aussi certains sacrifices à certains moments. Mais si je regarde dans le rétroviseur, je me dis justement, j'ai 31 ans, je suis associée d'un fonds d'investissement avec des super équipes où j'ai un travail qui m'épanouit au quotidien. Et c'est grâce au travail que j'ai en fait cette stimulation intellectuelle au quotidien, cette richesse de mes échanges, de mes expériences. Donc c'est ça aussi en fait pour moi, le travail c'est une forme de liberté. Oui, et puis c'est ce qui te constitue finalement dans ce que tu es. Exactement. Et c'est ce qui t'enrichit. Exactement. Et donc le travail finalement n'est pas qu'un moyen, c'est plutôt aussi une façon de vivre d'une certaine manière, ou en tout cas une certaine philosophie de vie. Ça te permet aussi de t'épanouir en tant que personne et en tant que femme. Justement Camille, par rapport à tout ce que tu nous as raconté sur ces entrepreneurs qui t'inspirent, est-ce que tu as des exemples, des gens que tu as envie ou des histoires que tu as envie de nous raconter aujourd'hui? Ouais, y en a plein. J'imagine. Si je choisis peut-être dans les plus marquantes, alors il y a évidemment l'histoire de Même Cosmétiques, parce que c'est le premier investissement que j'ai fait, c'est la première sortie complète que j'ai faite aussi, parce que nous dans notre métier c'est investir et puis il faut savoir vendre aussi. Défendre. À un certain moment, et vendre la société, en parler, c'est vendre nos titres. Et c'est vrai que même c'est la boucle en fait qui a été bouclée. Donc Même Cosmétiques, c'est une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer qui a été montée par 2 filles, Juliette Couturier et Judith Lévy, en 2016, fort d'une histoire personnelle puisque toutes les deux avaient été concernées par le cancer de proches de leur famille. D'accord. Nous, quand on a investi, c'était pré-lancement. Donc c'était vraiment un projet, ce qu'on appelle le projet PowerPoint. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas encore de chiffre d'affaires, mais il y avait une histoire. Et l'idée, c'était de se dire que les femmes, quand elles sont sous traitement, elles sont souvent à la fois... il y a une perte de confiance en elles et la beauté, toute futile qu'elle ait l'air, c'est une façon en fait de prendre confiance en soi et donc de continuer de se battre pendant la maladie. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était que les traitements souvent entraînent des effets indésirables qui peuvent nécessiter des soins dermocosmétiques particuliers. Donc ça, c'était le pitch de la marque. Et là où l'histoire elle est géniale, c'est qu'en fait on est passé par toutes les étapes possibles avec Même. Donc pendant 1 an et demi, on était encore en phase d'études cliniques, de développement des produits, donc toujours pas de chiffre d'affaires, avec quelques écueils déjà pendant cette période-là d'une étude clinique qui devait se faire, pas se faire. On a eu au premier moment un peu de doute. Les produits sortent, on visait une commercialisation digitale. Et en fait, la population n'était pas complètement adaptée à ça, donc il fallait faire un pivot pharmacie. Et c'est là qu'on s'est dit comment le faire de la bonne façon, avec une force de frappe. Et on avait réussi déjà à nouer un partenariat avec Pierre Fabre, le gros groupe de dermocosmétiques, qui est rentré au capital à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, les choses se sont vraiment accélérées. On est passé de, je crois, 300 à 3000 pharmacies grâce à Pierre Fabre. Et c'est une histoire qui s'est bouclée en début d'année, puisque finalement, Pierre Fabre a racheté la société. Ce qui va lui permettre
de vraiment pérenniser en fait complètement son activité et d'en faire, j'espère, une marque qui, dans 50 ou 100 ans, sera encore là. C'est génial. Et présente partout. Donc ça fait forcément partie des histoires qui marquent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure où il y a eu, comme tu disais tout à l'heure, des grands bas et des grands hauts. Et en fait, c'est ça finalement, l'entrepreneuriat, c'est cette vie finalement très dynamique et parfois un peu incertaine. Exactement. Et puis c'était aussi comment sublimer une aventure personnelle qui était quand même assez tragique, pour en faire aujourd'hui un vrai projet de société qui a un impact positif dans la vie de milliers de femmes. Je vous invite à lire les commentaires que font certaines clientes sur l'impact qu'ont eu ces produits dans leur vie. C'est dingue en fait. Et rien que pour ça, on trouve que notre métier a du sens quand il permet à ce genre de projet de voir le jour en fait. C'est un peu comme un enfant que tu élèves bien et que tu vois un jour partir faire des grandes études. C'est un peu la métaphore. C'est là où finalement la vie professionnelle et la vie personnelle c'est forcément un petit peu lié, mais il y a ce sentiment de fierté d'avoir accompagné des gens qui réussissent et qui réussissent de manière vertueuse. C'est extrêmement passionnant. Merci beaucoup Camille, honnêtement, de nous avoir raconté ton parcours et de nous avoir raconté ces exemples qui sont extrêmement inspirants. J'invite tout le monde à aller voir votre site internet pour se renseigner un peu. On serait très heureux, nous, en tant qu'agence, de vous accompagner sur ce type de sujet aussi, je te le cache pas. C'est extrêmement inspirant et surtout, ça donne envie de s'engager et d'entreprendre. J'espère vraiment que tous nos auditeurs et spectateurs sauront retenir ces quelques enseignements qu'on a pu partager avec toi aujourd'hui. Merci Charlotte. Merci.